Bonjour à tous et merci d'être venus à cette carte blanche sur les propriétés de mouillage des liquides sur les surfaces. Donc je ne vais pas me présenter parce que Livia l'a très bien fait pour moi. C'est une carte blanche, j'aurais pu essayer d'expliquer tout l'intérêt de travailler sur la propriété de mouillage, mais comme introduction, j'ai préféré vous raconter la façon dont en fait, je suis arrivé dans l'étude de ces propriétés. En réalité, c'était il y a, vous voyez, il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Et c'était au tout début de ma thèse. Je ne travaillais pas du tout sur ce sujet-là. Je travaillais sur la synthèse de nanoparticules d'argent et l'étude de leurs propriétés optiques. Rien à voir. Et simplement, pour étudier ces objets, donc des nanoparticules qui font quelques milliardièmes de mètres, eh bien, on les dépose sur des surfaces pour faire de la microscopie électronique à transmission. Quand on faisait ça, on s'est aperçu qu'on obtenait des drôles de figures. Vous voyez, là, ce sont des petites nanoparticules, mais elles ont tendance à s'organiser en cercles et en cellules hexagonales. On s'était beaucoup interrogé sur l'origine de cela. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un phénomène qui était un peu connu, qui s'appelait des instabilités de Marangoni. Ce sont des instabilités de mouillage qu'on aperçoit, par exemple, quand vous avez de l'alcool dans un verre, vous voyez des larmes, des larmes qui se forment à la surface des parois, telles qu'on les voit ici. Alors ça, c'est une solution de nanoparticules, mais on voyait aussi ces larmes. Et donc, toute cette compréhension des propriétés de mouillage nous a permis d'expliquer comment ces petites particules, ces nanoparticules, elles s'organisaient toutes seules sur une surface. Ce travail, c'était le premier article que j'ai fait comme thésard. C'était même pas sur la synthèse des particules, c'était sur finalement les propriétés de mouillage. Donc ces propriétés de mouillage, on pourrait dire, c'est un petit peu un premier amour avec la recherche. C'est pour ça que même si j'ai pas travaillé que là-dessus, c'est une thématique qui m'a toujours intéressé et que je vais essayer de partager avec vous. Alors les propriétés de mouillage, en fait, on les croise dans beaucoup d'occasions dans la vie de tous les jours. Et là, vous avez 4 exemples assez simples dans lesquels les propriétés de mouillage et de tension de surface, je vous expliquerai comment c'est relié, ont une importance capitale. Par exemple, vous prenez ce chien qui a l'air d'avoir pris une douche ou la pluie. Le fait que ses poils fassent des fagots, c'est tout simplement parce qu'il y a des ponts capillaires, il y a de l'eau entre les poils, et les propriétés de mouillage et de capillarité collent les poils entre eux, et c'est ça qui donne cet effet-là. Vous avez cet insecte sur la droite, dont j'ai oublié le nom, mais que vous avez tous croisé sur des mares. C'est un insecte qui normalement devrait couler, et qui arrive à flotter parce qu'il y a des propriétés de mouillage sur ses pattes qui font que l'insecte ne pénètre pas la surface de l'eau et ça lui permet d'avancer sur la surface de l'eau. Le bébé qui pleure, c'est tout simplement parce que vous savez qu'un bébé qui naît au monde, il va avoir sa première inspiration. Or, les alvéoles d'un bébé, initialement, donc il n'y a pas d'air. Et s'il n'y avait rien dans ces alvéoles, l'effort à faire pour les remplir d'air, en fait, est tellement important qu'il n'arriverait pas à prendre la première inspiration. Mais c'est parce que dans ces alvéoles, il y a des molécules qui ont des propriétés de tension de surface et qui changent la mouillabilité et l'adhésion, fait que ces alvéoles, elles arrivent à s'ouvrir et à prendre la première inspiration. Et enfin, le dernier exemple, l'hiver, vous avez de l'humidité, ça se condense, vous avez des gouttes sur une vitre. Le fait que vous ayez des gouttes sur cette vitre, c'est tout simplement parce que le verre a une certaine propriété de surface, de mouillage, et lorsque vous dessinez dessus, eh ben, sans le savoir, vous modifiez un peu les propriétés de mouillage de la surface. C'est ça qui va laisser une trace sur la surface du verre. Donc vous voyez, ce sont des exemples assez simples de la vie courante dans lequel le mouillage se manifeste assez simplement. Et parce que c'est un sujet qu'on voit assez couramment, c'est un sujet qui a assez rapidement intéressé les gens. Vous voyez, ça date d'Aristote,
qui avait observé que quand on a un morceau d'or sous forme de feuille, eh bien, il flotte à la surface de l'eau, et pas par la flottaison en termes d'Archimède, mais par un phénomène un peu mystérieux, il arrive à flotter à la surface de l'eau. Et c'est Galilée, qui était quand même également un savant important, qui a le premier trouvé un début d'explication en expliquant que l'eau, vous voyez, c'est la deuxième image, eh bien l'eau, elle avait une sorte de peau, et un objet qui était sur la surface de l'eau, eh bien son poids s'exerçait sur cette peau, mais s'il n'était pas, si le liquide ne mouillait pas bien la surface et que le poids n'était pas trop grand, eh bien l'objet réussissait à flotter alors qu'il aurait normalement dû couler. Alors on n'a pas les mêmes moyens de l'époque, donc on ne va pas faire flotter de l'or, mais je peux vous montrer l'expérience avec un trombone. Vous voyez, je prends ce trombone et je vais le mettre dans l'eau. Évidemment, il coule, ok ? Mais on peut également le faire autrement. C'est-à-dire que si on prend ce trombone et qu'on le pose très délicatement à la surface de l'eau, eh bien, ce trombone, il flotte de la même façon que la feuille d'or flottait au temps de Galilée. Et on peut faire une autre expérience qui est que c'est, en fait, pour se convaincre que c'est des propriétés de mouillage, eh bien, on peut modifier la mouillabilité de l'eau sur ce trombone. Vous le voyez, le trombone, à peu près? Il est là. Évidemment, il ne veut pas tourner. Si je mets un petit peu de produit vaisselle, je vais changer la mouillabilité de l'eau sur le trombone. Et le trombone coule instantanément, parce que je n'ai pas modifié la densité de la solution, j'ai simplement changé la façon dont l'eau mouille la surface, et j'ai, d'une certaine façon, affaibli la force de cette peau de l'eau, et on va expliquer après pourquoi. Donc après ça, 18e, 19e, il y a eu des grandes avancées qui sont liées à messieurs Jurin, Laplace et Young, qui a pu expliquer, par exemple, pourquoi l'eau monte dans un tube sans effet de pression apparent, simplement par l'effet du mouillage, et tous les modèles, et je reviendrai dessus, pour expliquer pourquoi un liquide va s'étaler ou pas sur une surface. Je pourrais vous montrer, là j'ai une expérience après sur des tubes de différents diamètres, et on voit très bien que, en fait, suivant le diamètre du tube, l'eau va monter ou pas à l'intérieur. Et ça, c'est un effet aussi de cette tension superficielle et un effet du mouillage de l'eau sur les surfaces. Alors, l'origine de ce mouillage, c'est justement la tension superficielle. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, il faut imaginer que les molécules, quand vous les prenez, ont toujours une forte interaction entre elles, et notamment les molécules s'attirent lorsqu'elles se ressemblent. Donc vous prenez par exemple des molécules d'eau, vous les mettez ensemble, il y a une forte attraction entre les molécules d'eau. Donc vous imaginez, si vous aviez dans votre main un bloc d'eau, et vous essayez de le couper en deux. Quand vous coupez en deux, ça veut dire que vous retirez un certain nombre de molécules d'eau leurs voisins. Donc ça nécessite une certaine force, une certaine énergie par unité de surface pour créer cette interface. Et bien l'eau, ça se comporte comme ça, c'est-à-dire que il est nécessaire d'avoir de l'énergie pour retirer à l'eau ses voisins. Et donc, ça va être une tendance naturelle que va avoir l'eau et les liquides en général, c'est qu'ils vont chercher à minimiser la perte de ses proches voisins. Et donc, si vous avez par exemple de l'eau, eh bien, naturellement, elle va adopter la forme qui minimise la surface, parce que ça va être la forme qui va minimiser la perte des voisins. Donc s'il pleut, vous avez de l'eau qui tombe, l'eau qui va tomber, elle va avoir naturellement la forme d'une sphère presque parfaite, tout simplement parce que c'est la forme qui minimise la surface et l'interface de l'eau avec l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe par rapport au mouillage ? Il faut imaginer que quand vous avez une surface sèche,
eh bien, même si c'est une surface solide, elle a une certaine tension de surface. Parce que pour la même raison, elle est faite de molécules, et les molécules de la surface d'un matériau préféreraient être entourées de molécules semblables. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je cherche à étaler un liquide sur cette surface? C'est le schéma de droite, une surface qu'on va appeler mouillée. Et si on posait la question au liquide, est-ce que vous êtes d'accord pour vous étaler sur cette surface? Je ne sais pas s'il nous répondrait, mais s'il le pouvait, il dirait ben, qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est-à-dire qu'un liquide ne souhaite pas s'étaler. Oui, sa tension de surface le ramène sous forme de sphère. S'il accepte de s'étaler, c'est que le solide a y gagné et le liquide aussi. Et donc, si quand on étale un liquide, on abaisse cette tension à la surface du solide, eh bien, ça peut éventuellement compenser cette gêne, enfin cette contrainte que va avoir le liquide à s'étaler. Et si cette condition est réunie, eh bien, le liquide peut s'étaler. Donc, c'est ce qui est traduit par ce paramètre d'étalement, S, qui traduit la possibilité qu'un liquide s'étale ou pas sur une surface. Si ça s'étale, c'est simple. Si ça ne s'étale pas, le liquide ne va pas disparaître. Il va quand même reposer sur la surface. Simplement, il va reposer sous la forme d'une goutte. Et c'est ce qu'on va appeler le mouillage partiel. C'est la dernière équation que vous verrez, rassurez-vous. Elle est assez simple, c'est l'équation de Young. Elle traduit en fait qu'est-ce qui se passe quand justement j'ai un liquide qui forme une goutte. Eh bien en fait, ces termes de tension de surface, qui sont pas évidemment que c'est pas de la peau. Galilée l'avait traduit comme ça, mais il n'y a pas de peau à la surface de l'eau. C'est simplement un terme d'énergie qui va être favorable ou pas à un certain arrangement des molécules. Mais vous avez quand même ce terme d'énergie de surface, gamma, là. Et quand vous avez un liquide, vous imaginez le reste de la goutte qui est ici, eh bien, on regarde qu'est-ce qui se passe au point triple, c'est-à-dire au point où on a les trois phases, l'air, le liquide, le solide, et la condition qui va définir est-ce que le liquide s'étale beaucoup ou pas beaucoup, c'est tout simplement un équilibre entre ces trois forces. La tension de surface du solide à l'air, dans le liquide, et la tension de surface du liquide. Si on trouve un équilibre, enfin on trouve toujours un équilibre pour un certain angle, et ça définit la forme de la goutte. Maintenant, je vous ai parlé de l'eau, mais évidemment, vous avez plein d'autres liquides. Je vais vous montrer comment ça se passe. L'eau, c'est un liquide qui est particulier parce qu'il a justement une très forte tension superficielle. Je vais poser le micro. L'eau, il a une très forte tension superficielle, donc il va jamais vraiment apprécier de s'étaler parce qu'il va toujours chercher fortement à minimiser sa surface. Et donc, si je pose une goutte d'eau, là, c'est une surface de paraffine. Vous allez voir. Je change le projecteur. J'ai cette goutte d'eau qui se forme ici, qui a un angle qui est quand même relativement, vous voyez, elle s'étale un peu, mais ce n'est pas une sphère, mais pas beaucoup. Ça, c'est lié au fait que, eh bien, très forte, c'est des liaisons à hydrogène, et si vous prenez d'autres molécules, des molécules qui vont avoir moins d'interaction entre elles, tout simplement, ça va baisser la tension superficielle et on va obtenir un liquide qui aura une peau plus faible, entre guillemets, et donc qui va avoir beaucoup plus de facilité à s'étaler. Donc là, je prends une goutte d'éthanol, donc de l'alcool, je vais venir la déposer sur cette même surface. Et on voit très bien, c'est exactement la même surface, simplement c'est un autre liquide. Et parce que ce liquide
parce que ce liquide il a une tension de surface plus faible, il sera beaucoup plus simple de le déformer et de faire en sorte qu'il s'étale à la surface. Donc c'est ce qui se passe et c'est ce que traduit après l'équation de Young. On va introduire ces termes, mais la physique qui est derrière, la physico-chimie qui est derrière, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment en lien avec la nature chimique des molécules. Comment est-ce que ces molécules interagissent entre elles? Comment est-ce que la molécule interagit avec la surface? Qui va dicter cette propriété macroscopique qui est comment est-ce qu'un liquide s'étale sur une surface. Alors bon, ça on va dire c'est la science telle qu'elle était connue au début du siècle. Quelle est la recherche qu'il y a derrière toutes ces propriétés de mouillage? En fait, elle est très très variée parce que ces propriétés de mouillage, elles ont beaucoup d'implications. Vous avez vu, ça a des implications sur les propriétés des liquides, ça a des implications sur la façon dont les liquides vont s'étaler ou pas sur les surfaces. Ça a un lien avec l'adhésion, parce qu'en fait, si un liquide s'étale sur une surface, c'est une façon de traduire qu'il a une meilleure adhésion sur cette surface. Et donc, il y a énormément de domaines de la recherche qui sont en lien avec cela. Je vais en détailler quelques-uns, mais pas tous. Par exemple, vous avez les salissures. Salissure, c'est est-ce qu'un objet va coller sur une surface? Ou par exemple, l'adhésion d'une bactérie ou d'un virus sur une surface, c'est aussi une problématique d'adhésion. Qu'est-ce qui va faire que ça va adhérer? Qu'est-ce qui va faire que si on met de l'eau dessus, on va pouvoir... Toutes les probabilités de collage, du moulage et du démoulage. Est-ce que si vous faites un moule, eh bien, il faut que la matière elle s'étale dessus, mais il faut pouvoir retirer la pièce après. Toutes ces problématiques, elles ont fait l'objet de beaucoup de recherches pour comprendre ce qui se passe, d'une part, et puis pour trouver des matériaux qui soient adaptés à ces problématiques. Alors hier, j'ai ramassé une feuille de ginkgo et je vais vous montrer pourquoi. Parce que le ginkgo, vous connaissez le ginkgo, c'est cette feuille-là. Il y en a dans le square, là. Il a une propriété particulière, c'est qu'il est très hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau ne va pas du tout s'étaler sur sa surface. Je vous en fais une démo. Je prends une piscette, si je verse de l'eau dessus, comme ça, vous voyez que l'eau, elle court, il y a très peu qui reste. Et évidemment, on ne va pas poser la question au ginkgo, mais l'intérêt qui paraît évident de cette propriété, c'est qu'en fait, la feuille du ginkgo, elle va rester toujours propre. Parce que si vous avez des salissures ou la poussière qui se pose dessus, qui peuvent éventuellement empêcher la photosynthèse, eh bien, au moment où c'est fermé, au moment où la pluie va tomber sur la feuille de ginkgo, eh bien, ces boules de pluie, elles vont déperler, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas du tout s'étaler sur la surface, elles vont se mettre à rouler et à entraîner spontanément la poussière qui reposait sur la feuille. On pourrait le faire de façon plus microscopique. Je vais découper une petite feuille de ginkgo. Je change le projecteur. Et on voit que sur cet extrait de ce petit morceau de feuille de ginkgo, eh bien, on a effectivement un très faible étalement de l'eau qui traduit bien cette propriété d'auto-nettoiement. Alors, c'est un travail que je fais notamment dans le cadre d'une thèse avec Isabelle, qui est là, dans la pièce, en collaboration avec une société qui s'appelle NAPA. En fait, ces feuilles de ginkgo, elles ont cette particularité, c'est qu'en réalité, elles ne sont pas du tout lisses, elles sont très rugueuses. Et cette rugosité, elle empêche l'eau de pénétrer la surface et elle empêche l'eau de s'étaler. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches qui a été faite
pas que par moi, mais sur des moyens de structurer la matière pour donner des propriétés qui soient similaires à cette feuille de Ginkgo. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez ici deux substrats. Il y en a un qui est... Donc, c'est des procédés qu'on a développés au laboratoire, en collaboration avec cette entreprise, parce qu'ils avaient un besoin d'obtenir, d'avoir des matériaux qui soient adaptés à leurs procédés. C'est des procédés qui sont intéressants parce qu'ils peuvent se faire sur des objets de forme très variées et à des coûts assez faibles. Donc, ça les intéressait de développer des matériaux. Et vous allez voir l'effet de si j'ai un matériau et j'arrive à le structurer avec ces formes de plots, comme je vous ai montré, et je vous en reparlerai. Alors la première goutte, c'est le matériau qui est plan. La surface est très réfléchissante. Vous voyez, donc cette goutte, elle s'étale un peu, pas énormément, mais un petit peu. Cette même surface, en fait, quand elle est encore un peu molle, on vient lui imprimer un motif, le motif que vous aviez sur la diapo, et on vient comme ça structurer la surface du matériau. Et si je fais ça, je vais vous montrer le résultat. Je me déplace pour être dans la zone de la caméra. C'est le même matériau, simplement, il a été structuré sous forme de petits plots, qu'on voit ici sur la diapo, qui sont des plots qui sont espacés d'une quinzaine de microns, qui eux-mêmes sont structurés. Et c'est cette structure qui donne à la propriété des matériaux leur caractère, ce qu'on appelle super hydrophobe, c'est-à-dire hydrophobe, c'est qui n'aime pas l'eau, super hydrophobe qui déteste l'eau. Donc c'est des surfaces sur lesquelles l'eau va pouvoir rouler et éventuellement s'auto-nettoyer sous l'effet par exemple de la pluie. Un autre exemple qu'on a développé, enfin, pas moi mais ma collègue Catherine Journet au laboratoire, c'est de faire croître un tapis de fakir sur une surface sous la base de nanotubes de carbone. Donc vous avez des objets nanométriques très fins comme ça qui poussent verticalement. Et si on dépose une goutte d'eau là-dessus, vous avez un phénomène similaire, c'est-à-dire que l'eau ne va pas du tout s'étaler. On peut aussi utiliser après de façon plus dynamique ces propriétés. Par exemple, ça c'est un exemple qu'avait développé ma collègue professeur Bérangère Toury avec Dr Kurt Hermange. C'était de se dire, si j'ai une surface sur laquelle l'eau s'étale à un endroit et ne s'étale pas à un autre, spontanément, elle va aller vers l'endroit où elle s'étale. Est-ce que ce ne serait pas un moteur spontané de déplacement d'une goutte? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des substrats et ils leur ont appliqué un traitement qui faisait que le substrat était plutôt mouillant d'un côté et plutôt pas mouillant de l'autre. Et quand on fait ça, eh bien, quand on dépose une goutte, on s'aperçoit que cette goutte, spontanément, elle se déplace de l'endroit où ça ne mouillait pas vers l'endroit où ça mouille. Donc c'est une façon de déplacer spontanément ces liquides. Une autre thématique qui est très importante, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est comprendre le mouillage à deux liquides. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce mouillage à deux liquides? C'est le cas, par exemple, si vous avez de l'eau et de l'huile et que vous les mettez sur une surface. Qu'est-ce qui fait qu'un liquide va s'étaler et pas l'autre? Quand on comprend l'étalement des liquides à l'air, en fait, quand on passe à deux liquides, l'idée c'est de se dire lequel des deux l'emporte, lequel des deux aura le plus d'affinité avec la surface. Et en fait, quand on étudie ça, alors d'abord ça a des utilités pour un certain nombre d'applications, je vous les présenterai après, mais en plus, ça permet de vraiment comprendre quelle est la nature des molécules entre elles.
Si vous avez sur une surface une molécule qui est, on va dire, très polaire, c'est-à-dire par exemple un groupement alcool, suivant si ces groupements ils sont couchés sur la surface ou dressés ou qui ont une forme d'organisation, ça va changer les propriétés de mouillage. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on regarde un objet qui est macroscopique, qui est une goutte. Vous avez vu, c'est très simple à mesurer. Et quand on fait ça, on sonde à l'échelle de la molécule ce qui se passe au niveau de l'interface. Et donc, travailler sur le mouillage, c'est regarder les molécules avec une loupe, tout simplement parce que vous voyez cette goutte, mais ce que vous voyez, c'est comment les molécules elles interagissent entre elles. C'est un sujet qui était très intéressant. Un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est l'électromouillage. Ça, c'était dans le cadre de cette start-up dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, et puis après ici à l'université. Alors, qu'est-ce que c'est l'électromouillage? Donc, il y a mouillage et il y a électro, tout simplement parce que ça traduit le fait que quand vous avez un liquide conducteur seul ou en présence d'huile, si vous polarisez par un champ électrique, donc par une tension électrique, la surface de ce matériau, eh bien, on voit que sans qu'on ait besoin de toucher l'objet, ce ne sont pas différentes gouttes, c'est la même goutte à différentes tensions. Je vous montre un film, c'est plus parlant. Eh bien, sans qu'on ait d'effet sur la goutte, enfin d'action directe de la main, on arrive à changer la mouillabilité de la surface et changer la mouillabilité du coup du liquide sur cette surface. Donc c'est un objet, on va dire, d'étude. Attendez, je le relance. C'est un sujet fondamental de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui fait que ça va être reproductible, qu'est-ce qui fait que ça va être efficace, quels sont les moteurs de cette action. Mais c'est aussi un domaine dans lequel on a fait des publications, on va dire, plus fondamentales. Mais c'est aussi un domaine qui a intéressé beaucoup de monde pour des applications. Un peu comme l'exemple du gradient, en fait, il faut imaginer que si vous arrivez à faire sur une zone à la commande un endroit où le liquide s'étale et l'autre il ne s'étale pas, et si vous alternez, vous êtes capable de déplacer une goutte. Ou si vous tirez chacun d'un côté, vous êtes capable de scinder une goutte en deux. Et donc ça a été très appliqué pour faire des laboratoires sur puces. L'idée, c'est de se dire, je peux prendre un liquide, par exemple du sérum ou d'un test humain, faire une petite goutte, la déplacer, rajouter un composant, la diviser en deux, la chauffer, la passer dans un spectro, et donc remplacer un laboratoire entier par un composé électronique, donc qui a une plus grande portabilité et en général un coût d'analyse qui sera bien plus intéressant. L'autre application sur laquelle moi j'ai travaillé, bêtement je m'aperçois que j'ai oublié la démo, mais c'est pas grave, c'est que cette goutte, telle qu'on l'a là, eh bien, elle se comporte un peu comme le cristallin de votre œil. Votre œil, quand vous vous accommodez pour faire la mise au point, vous avez des muscles qui tirent sur votre cristallin et qui le déforment, et c'est ça qui vous permet de faire la mise au point. Donc ce chercheur de Grenoble s'est dit, cette goutte, c'est un peu comme un cristallin, je peux changer sa puissance optique. C'est comme une lentille optique, et puis je change sa puissance optique en changeant la tension. Donc il a fondé cette start-up dans laquelle j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Donc on a développé, il y a énormément de recherches sur tout ce qui est les matériaux, les liquides de ces objets. Donc on a déposé beaucoup de brevets, et le but, ça a été de construire ce petit objet qui est très petit, dans lequel on a une goutte. Et vraiment, bêtement, je l'ai oublié, je voulais vous en faire une démo, mais c'est pas grave. Avec lequel on a fait des caméras qui sont ensuite installées dans un certain nombre de produits industriels. C'est une start-up qui a été après rachetée, qui existe toujours dans le sud de Lyon. Donc voilà, ça c'était un autre exemple. Et il y a en réalité énormément d'autres applications. Je vais en parler brièvement, mais je n'aurai pas du tout le temps de tous les détailler.
Ces propriétés de mouillage, elles se croisent dans énormément de produits qu'on utilise dans notre quotidien, que ce soit un vêtement déperlant ou qui va laisser passer l'air mais pas l'eau. C'est parce qu'on a un réseau de fibres qui sont hydrophobes, donc non mouillantes, que l'eau n'arrive pas à passer, comme de la même façon que le trombone flotte. L'eau n'arrive pas à passer la barrière pour traverser ce textile parce qu'il est traité de façon à le rendre non mouillant. L'électronique, il y a beaucoup d'exemples dans notre laboratoire. Quand on cherche à déposer un matériau solide sur un autre, s'il est en phase liquide à un moment, eh bien, le mouillage est très important. C'est-à-dire que si vous cherchez à déposer, par exemple, un métal sur un semi-conducteur, par exemple, si le métal est liquide et qu'il est non mouillant, eh bien, il ne va jamais former un film continu. Et donc, dans toute cette industrie de l'électronique, on a aussi besoin, dans de nombreux cas, de comprendre comment le mouillage va intervenir. Les objets moulés, il faut que ça puisse se démouler. Et donc, il y a énormément de travaux qui sont faits sur les démoulants, qui sont des molécules justement non mouillantes pour permettre de retirer une pièce une fois que vous l'avez moulée industriellement. Objet anti-adhérent, ça c'est l'étalement de vos larmes sur une lentille de contact. Il faut que ce soit très bien maîtrisé, sinon vous allez sécher cet objet que vous avez sur l'œil et ça peut être assez dramatique. Et le lait UHT, c'est tout simplement parce que c'est un lait qui est chauffé très fort dans des enceintes. Et s'il y a une bonne mouillabilité du lait sur les parois de ces enceintes, il va brûler, se déposer. Et donc, ça va être un processus qui va être très, très compliqué de maintenance pour ces procédés industriels. Donc, c'est que quelques exemples, mais il y a énormément de domaines dans lesquels les propriétés de mouillage sont importantes. Malheureusement, c'est aussi un problème de société. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a ce qu'on appelle les PFAS, ce sont des molécules fluorées qu'on a appelées les polluants éternels. Donc il y a eu énormément de cas de pollution dans la région et un peu partout dans le monde. Le problème, c'est que ce sont des molécules qui étaient extrêmement performantes pour tout ce qui est la mouillabilité. Et à l'époque, pendant de nombreuses années, on a sous-estimé le danger qu'ils avaient sur l'environnement et sur l'organisme. Aujourd'hui, les gens s'en rendent compte, on fait machine arrière. Le problème, c'est qu'ils sont partout, en fait. Parce qu'ils sont extrêmement performants, donc évidemment, tout le monde cherche à les remplacer, mais c'est un travail vraiment de grande envergure. Et c'est nécessaire, évidemment, de les remplacer vite. Pour pas terminer sur une note trop sombre, ça c'est ma diapo de fin, je pense qu'il y a deux choses importantes à retenir sur le mouillage. D'abord, le mouillage, il intervient dans énormément de domaines, que ce soit industriel ou de notre vie quotidienne. Donc le mouillage, il permet d'expliquer beaucoup de choses de la vie qui nous entoure. Mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui est passionnant quand on étudie le mouillage, c'est que c'est une façon vraiment de regarder les molécules de façon très simple, sans les voir, mais en comprenant comment elles agissent, comment elles s'organisent, comment elles se positionnent sur une surface, etc. Et quand on fabrique des matériaux, assez rapidement, on va s'interroger sur les propriétés de mouillage parce que ça va intervenir dans beaucoup de domaines. Et c'est un domaine de recherche fondamental et appliqué qui est important, parce qu'en fait, les besoins de ces matériaux, le besoin de la maîtrise des propriétés de mouillage, elle est extrêmement importante. Voilà, je vous remercie. J'ai quelques remerciements. Et puis, notamment toutes les sociétés avec qui j'ai collaboré et évidemment mon laboratoire actuel avec qui je travaille. Et je vous laisse sur ma diapo de fin. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est là.
Bonjour. Qu'est-ce que vous envisagez pour remplacer les PFAS? Bien, c'est toujours une histoire de compromis, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux, par exemple les matériaux que je vous ai présentés là, qui faisaient un effet comme le ginkgo, il n'y a pas de PFAS dedans. Donc il existe des matériaux, alors ça va être des types plus silicone ou de types avec des chaînes alcanes. L'idée c'est de se dire si peut-être soit on va réussir à ce que ce soit aussi performant, soit on arrive à les optimiser pour que le compromis entre la dangerosité et la performance il soit acceptable, quoi. Mais après, il existe des matériaux hydrophobes qui sont non fluorés, évidemment. Mais industriellement, quand il y a quelque chose qui marche, qui est très simple, parce que c'est pas cher, c'est stable, etc., c'est massivement utilisé. Donc il faut convaincre, c'est aussi un travail de convaincre qu'on peut faire autrement, quoi. Oui, mais bon, moi, je suis PFAS, en fait, tous les produits fluorés, je connais bien, parce que c'était mon boulot ici. Mais dans les PFAS, c'est perfluoro, c'est ce que veut dire le terme. Ça veut dire qu'il n'y a que des atomes de fluor sur la chaîne carbonée. Il y a sûrement moyen d'enlever quelques atomes de fluor pour mettre soit du chlore, soit de l'hydrogène à la place. Oui, tout à fait, peut-être. Après, mais oui, le problème... ça fait quand même 20 ans que personne ne s'y intéresse. Ben, probablement, parce que comme les choses fonctionnaient très bien, on ne change pas une équipe qui gagne. En fait, si vous avez un industriel qui a un démoulant fluoré qui fonctionne, il n'a pas de raison de le changer. Enfin, je diabolise personne en disant ça. Vous voyez ? Non, moi aussi, je dis que les gens qui sont censés regarder les effets des produits sur la santé n'ont pas bougé. Ça, c'est souvent ce qui, après, va ressortir de ce genre d'affaires. C'est un moment qui s'est tu. Aujourd'hui, ça bouge. C'est pas du tout c'est pas du tout de l'opportunisme. C'est un constat. Aujourd'hui, c'est un problème. Il faut voir quelles sont les solutions. C'est tout. Oui, c'est un constat. Vous avez raison. Un constat qui est un peu trop monté en aiguille, d'ailleurs, par un certain nombre de médias. Oui, peut-être. Après, le problème, c'est le principe de sécurité. C'est-à-dire que peut-être que 2 fluor, ça suffit, mais en fait, les produits ils sont achetés par des humains. Donc, s'ils n'en veulent plus, on ne peut pas juste leur dire qu'ils ont tort. Malheureusement, j'ai rien contre les produits fluorés. Je les ai moi-même utilisés pendant des années parce qu'ils sont très performants. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. On a quand même bien réussi à enlever les CFC, qui faisaient le trou dans la stratosphère, le trou d'ozone dans la stratosphère, simplement en mettant quelques hydrogènes à la place du chlore ou du fluor. Donc il y a sûrement moyen de faire quelque chose du même type. Sans doute. Pour les surfactants. C'est le but de la recherche aussi. Trouver quelles sont les solutions. J'ai quand même gardé quelques antennes. Enfin, bon. J'ai pas dit que ce serait simple, mais... Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu nous a présenté 2 manières de modifier la tension de surface des liquides, la chimie, la tension de surface, et puis les champs, le potentiel électrique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, est-ce qu'il y a d'autres manières de modifier la tension de surface? Alors, il y a des choses qui se font, par exemple, avec la lumière. La lumière est capable de changer, par exemple, l'orientation des molécules. Vous avez certains groupements chimiques qui font ça. Par exemple, il y a des matériaux où, quand on les éclaire à la lumière, ils vont changer d'orientation, changer la façon dont les molécules interagissent entre elles et changer le mouillage. Tout ce qui va agir sur la fonction chimique et l'orientation des molécules peut avoir cet effet. Par exemple, vous avez des matériaux aussi, comme les élastomères, qui vont être un peu souples. Et suivant l'environnement qu'on va leur présenter, ils vont se réarranger. Et vous pouvez avoir un matériau qui, à l'air, est hydrophobe. Si vous le mettez dans un liquide qui est plus polaire, il va devenir moins hydrophobe. Et puis après, ça peut revenir ou pas. C'est beaucoup de... Tout ce qui va pouvoir agir sur la molécule va pouvoir avoir un effet, oui. Après, le nombre de possibilités n'est pas illimité, mais...
y aurait encore des questions. Sur la texturation des surfaces que tu avais montré, le problème de ça, c'est que c'est quand même pas très résistant mécaniquement. Donc, par exemple, pour des poils ou des choses comme ça, on peut pas du tout l'envisager. Ça va être compliqué sur une poêle, oui. Parce que c'est un objet fragile. Le ginkgo, il a l'avantage d'être vivant, donc quand il s'abîme, il se renouvelle. Et puis tous les ans, il se renouvelle complètement. C'est la grosse problématique de ça, c'est de trouver justement des compromis d'objets qui soient protubérants, mais pas trop, pour ne pas dégrader les propriétés mécaniques. Ouais, parce que du coup, la taille des plots, j'imagine qu'il doit y avoir une taille minimale. Oui, c'est un rapport d'aspect de la hauteur du plot par rapport à sa taille, l'espace entre les plots. Puis vous avez les espaces. En gros, une surface texturée, c'est une surface dans laquelle on emprisonne de l'air. Et donc, il faut trouver un moyen pour emprisonner le plus d'air possible. Mais si vous mettez trop de vide, le liquide il finit par y aller. Donc, c'est cette optimisation. Après, il y a d'autres, par rapport à l'anti-adhérence, il y a d'autres techniques qui sont utilisées, par exemple, par imprégnation. Quand on a une surface très rugueuse, si on l'imprègne avec, par exemple, une huile, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant parce que l'eau, non seulement elle ne s'étale pas dessus, mais elle ne peut pas pénétrer cette surface parce qu'elle est déjà pleine d'un certain liquide. Ça, c'est une autre option. Ça ne va pas résoudre mécaniquement, mais... Et si tu fais ça, mais avec un autre solide? En le comblant? Ouais. Alors là... Qui aurait une propriété de mouillage différente. Oui, mais après l'interaction elle est quand même assez courte portée. Du coup, ouais, peut-être. Ça mériterait d'être réfléchi en tout cas. Merci. Oui, une question. Moi, j'aurais deux questions. Une sur, en fait, quand vous avez parlé justement de cette petite goutte qui forme, donc, qui reste à la surface d'un matériau. Par exemple, quand on met une goutte sur du papier, par exemple, et qu'au départ, cette goutte déperle, donc comme si le papier, bon, suivant le papier aussi, évidemment, mais est un hydrophobe, et si on le laisse un certain temps, le papier va absorber. Et ça, j'arrive pas bien du coup à voir par rapport à la démonstration que vous avez faite, l'expérience que vous avez faite, à quoi c'est dû en fait. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, c'est tout le paradoxe de ces surfaces texturées ou d'un papier. C'est qu'il y a deux choses qui s'affrontent. Le fait que ça soit très texturé, ça empêche l'eau de pénétrer. C'est comme si elle était sur un matelas d'air un peu. Il y a un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la capillarité. La capillarité, c'est ce qui fait que quand on a un matériau très divisé, il va attirer les liquides à l'intérieur. Par exemple, si vous mettez le pied dans l'eau, vous savez très bien que si votre chaussure est percée, ça va mouiller votre chaussette et que l'eau va remonter le long de votre chaussette. Ça, c'est de la capillarité. Et donc, le problème de ces surfaces texturées, et celui que vous décrivez, c'est que du papier ou une surface texturée, c'est très bien pour empêcher l'eau de s'étaler. Mais, s'il a le malheur de pénétrer dans cette surface, dans cette structure, eh bien, à ce moment-là, c'est la capillarité qui prend le dessus. On a passé la barrière pour rentrer dans la structure. Et une fois qu'elle y est, à ce moment-là, l'effet très fort, c'est la capillarité qui, lui, va absorber le liquide à l'intérieur. Ça répond? Oui, ça répond à ma question. Et la deuxième petite question que j'avais, vraiment très technique, c'est comment vous faites concrètement en laboratoire pour créer des surfaces hydrophobes comme ça? On a vu les petits pots à quelques nanomètres, même plus petits, je crois. C'est par quelle technique? Il y a plusieurs façons. D'abord, il y a le choix des molécules qu'on met dans le matériau, parce qu'on sait qu'il va être un petit peu hydrophobe. Et après, cette technique-là, c'est de l'embossage. Donc, c'est comme un tampon inversé. On prend un matériau qui est un peu mou, on le dépose, et puis après, vous imaginez si vous vous appuyez avec votre pouce, eh bien, vous allez imprimer sur la matière la forme de votre empreinte digitale.
C'est ce qu'on fait en fait. Ces formes-là, on les a faites dans un matériau silicone qui n'est pas adhérent. Et puis on vient les écraser sur une résine qui est encore molle. Et quand on retire le moule, il y a différentes phases. On le fait un peu durcir et quand on le retire, il a gardé la forme du moule. Voilà. Après, ça c'est la technique qui est utilisée ici, mais il y en a plein d'autres.